Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pen Thunder, le seul podcast sur la franchise d'OKC. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Il fait chaud, c'est l'été, on va faire un petit sujet tranquille. On va pas rentrer dans des débats, peut-être que si, mais des grandes analyses, des grands sujets, preview, etc., contrats. Non, ça va être un peu plus tranquille. Parce qu'avec Tom, aujourd'hui, on va se poser des questions, des dilemmes, etc. On fait souvent ce podcast-là durant l'intersaison. Donc comment ça va, Tom ? Bon, ça va bien, hein, et comme tu as dit, il fait chaud. Nouvelle canicule qui arrive là. c'est une saga cet été. C'est pas la meilleure hein, d'ailleurs. Mais sinon, oui, ça va. Petit format tranquille. On avait eu la draft lors du dernier podcast. Là, voilà, on va faire les dilemmes. On va se poser des questions. Ça va permettre aussi un peu de se projeter sur la future saison d'OKC, mais de manière cool, sur certaines questions spécifiques. Tu fais bien de me rappeler le podcast draft d'ailleurs, puisque après les quelques commentaires, etc., je pense que tu as gagné, Tom. On peut le dire. Merci. On avait déjà voté pour toi, mais je pense que Merci tu as été plus plébiscité que Charles et moi. Donc félicitations. Et je pense que c'est assez logique, honnêtement. Tu avais très bien construit ton roster. C'est une commu à l'image de l'identité d'OKC, c'est même la défense. La défense avant tout. Non, un épisode en plus que nous on a kiffé faire, c'est pas les épisodes qui marchent le mieux bien entendu parce que c'est très spécifique, mais nous on kiffe faire ça nous fait chiller l'été, c'était fun. Voilà. Donc aujourd'hui, des petits dilemmes, des petites questions qu'on va se poser, notamment sur le futur de la franchise, sur des joueurs, j'imagine sur des trades, j'imagine sur des contrats, j'imagine, on verra ce qu'on a un peu sous le coude. On sait pas ce que toi et moi on a préparé. On aura peut-être des trucs assez similaires. On l'a aussi fait un peu en mode, parfois sur cette question de sujet dont on veut parler. Peut-être qu'on a un choix déjà acté, mais en soi, c'est juste qu'on veut aborder ce sujet-là pour le futur. Est-ce que tu veux commencer, Tom ? Peut-être quand même, je vais te l'honneur, je vais laisser la parole un petit peu. Quelle serait un peu ta première question pour moi, du coup ? Sachant que tu vas devoir répondre aussi. Bien sûr. Que l'autre dans la merde, il faut quand même répondre. Non, faut qu'on s'engage tous les deux. On aura peut-être des questions similaires, ça on le sait pas. Suspense aussi pour nous. Non, ma première question, c'est une question très optimiste, ça parle de blessure, voilà. Direct, on met les pieds dans le bas. Non, ma question, c'est, on a eu toutes les extensions cet été, donc Chet, J-Dub, Chet, ils ont tous signé la grosse quicheta, pas dès cette année, mais l'an prochain. Mais là, lors de la pré-saison, t'as un de tes lieutenants qui se blesse. T'as J-Dub ou t'as Chet. Si tu devais choisir lequel qui se blesse et qui est absent du coup toute l'année, quel tu prends ? Tu vois, j'ai réfléchi à poser cette question-là et j'en avais posé une, je crois, l'année dernière un peu similaire. Donc j'ai dit, on va pas la refaire. Donc j'ai ma réponse du coup, parce que j'y ai réfléchi. Je préfère qu'on refasse comme l'année dernière et que, en fait, d'un terme compétitif, je préfère que ce soit Chet qui se blesse, parce qu'on l'a vu l'année dernière, sans lui hors playoff, j'entends bien, tu as très bien existé. De par Hartenstein, de par Jay Will quand il était là aussi, mais les deux n'ont pas été tout le temps là, de par J-Dub, de par Kenrich, de par qui vous voulez. En plus, tu as Sorber potentiellement là qui arrive. Bon, je dis pas que ça va être la panacée s'il y a tous les joueurs blessés, mais au moins tu as un pivot de métier, on va dire, c'est déjà pas mal. Donc en termes compétitifs, je pense que l'impact sur une saison régulière, et on l'a vu l'année dernière, sera moindre si Chet se blesse qu'un J-Dub où le remplaçant de J-Dub n'est pas du niveau de celui de Chet. On peut débattre sur Aaron Wiggins, sur Caruso, mais dans le rôle, dans l'impact balle en main, dans tout ce que vous voulez, je trouve qu'il y a un beaucoup plus gros gap, entre guillemets. Pas pour baisser le niveau de Chet, mais plus pour augmenter celui d'Hartenstein, par exemple, que je trouve très fort et qui a très bien tenu la baraque l'année dernière. OKC est premier avec lui tout le long, hein, honnêtement. Donc voilà. Donc non, J-Dub, je préfère que J-Dub reste en santé parce que trop important sur son poste. Il y a trop d'ailiers, il y a trop de choses. Enfin voilà. Après, d'un terme contractuel et d'un terme futur, etc., je pense que J-Dub a un peu plus de marge que Chet. Si Chet se blesse encore une fois très longtemps, ça va commencer de monter au créneau, ça va râler, voilà, il y aura plus de doutes. J-Dub, on l'a vu, en plus, lui, il a joué pété à moitié, enfin, il y a d'autres choses. Là, je pense que ça sera pas pareil. Si Chet se refait une blessure de 6 mois, on pourra se commencer de poser des vraies questions sur son futur et sur la bienséance de son contrat, j'ai envie de dire. Je sais pas si c'est le bon mot, mais les gens comprendront. Mais tu vois, ouais, c'est un peu ça le problème. Ouais. C'est pour ça que moi j'aurais choisi à contre-cœur évidemment, parce que dans les deux cas on n'a pas envie qu'il y ait des blessures, mais j'aurais plus vu une saison sans J-Dub entre guillemets, parce que pour moi t'en as un qui est blessé sur les deux, et comme je dis dans la question c'est pour la saison,
pour moi, c'est très compliqué de jouer le titre. Même si tu as Shai Alexander, même si tu as un effectif très profond, tu vas rester compétitif. Pour moi, même sans un des deux, tu peux aller chercher les playoffs et quand même être un peu chiant en post-season, mais tu joues pas le titre. Mais tu vois, j'aurais plus pris J-Dub dans le sens où, quitte à ce qu'il y ait des blessures pour J-Dub, là tu vois le poignet, à voir est-ce qu'il sera là dès la reprise, comment ça va se passer, parce qu'il a quand même bien morflé au niveau du poignet, donc l'idée c'est qu'il s'en remette à 100%. Je me dis, quitte à ce qu'il se blesse, autant qu'il ait tout d'un coup. Un peu comme les Warriors à l'époque quand ils ont eu 50 000 blessés là. Ils ont tout eu d'un coup, ils ont eu une année pourrie, et après ils ont pu partir sur une bonne base. Là où Chet, c'est surtout aussi que si Chet se reblesse pendant un an, moi, je me pose déjà un peu de questions sur Chet, la santé, etc. Parce que autant à la draft, le profil physique m'inquiétait pas spécialement, mais là, il a quand même eu 2 grosses blessures. Je commence déjà à me poser des questions. Si là, il se reblesse pendant un an, je suis très pessimiste sur le futur de Chet, même en NBA, sur la longueur de sa carrière. Parce qu'il restera un joueur NBA, même après une grosse blessure, mais ça se trouve, genre à 30 piges, il sera plus en NBA. Tu vois, s'il se reblesse encore sur un an supplémentaire. Donc, tu vois, à choisir, je prendrais J-Dub. On espère aucun des deux, évidemment. Mais voilà, je me dis, bon, J-Dub, tu peux te dire, une complication au poignet, on shut down, c'était plus sérieux que prévu et on veut le soigner à 100%. Quoi, tu peux imaginer ce scénario-là. Quoi. Puis après, là où je suis peut-être d'accord avec toi, c'est que Chet a plus besoin d'être sur le terrain pour lui que J-Dub, qui a plus prouvé, qui a plus montré, etc. J-Dub, qui je pense va revenir ambidextre de ce que je vois quand il s'entraîne. Franchement, le toucher il est costaud. Hein. Les questions qu'on se posait l'an dernier, J-Dub, attention, il est up main gauche, c'est un peu de la brique. Après, en vrai, on s'en rend pas compte, mais les joueurs NBA, ils peuvent prendre des tirs à 3 points main gauche, ça rentre beaucoup plus que si toi et moi on tire, alors que c'est leur mauvaise main. Non, mais peut-être qu'il développera 2-3 petits lay-up main gauche, 2-3 trucs, ça peut être intéressant. Hein. Non, mais après, d'un aspect joueur en lui-même, Chet a besoin d'être sur le terrain, a besoin de prouver qu'il peut rester sur le terrain. Donc ça, je suis d'accord. Et après, on en reparlera, je pense, dans les previews, les choses comme ça. Il y a peut-être moyen de, l'année prochaine, gérer un peu les corps. Et j'ai une question un peu comme ça, de gérer un peu les corps, de calmer un peu les choses, tirer un peu sur les organismes. Bien qu'on le sait, Daigneault, il n'y a personne qui joue à l'EHC, mais en dessous, c'est 32 minutes, c'est pas non plus... oui, puis avec l'an dernier, tu vois, avec toutes les blessures qu'il y a eu, en fait, chaque joueur a un peu ses phases de repos parce qu'il s'était blessé. Donc, il n'y a que Shai qui est vraiment J-Dub en soi. Ouais, puis Shai, il jouait 3 quarts temps, donc en soi... Oui. C'est ça aussi, t'es jeune, t'as tellement de marge et tout que tu fais reposer à mort sur plein de trucs. Ça, tu vois, la gestion de Caruso, par exemple, il est monté en puissance au fur et à mesure pour nous faire des playoffs de ouf. Il a fait de la prépa physique 6 mois, Caruso, sur le terrain. Et après, il a dit, moi, je vais mettre des tirs et je joue au basket. Non, mais en vrai, c'est une bonne question et ça fait débat. Je trouve que ça fait plus débat pour le joueur en lui-même que pour le roster en soi. Pour le roster, on est d'accord sur le fait que sans Chet, on a vu qu'OKC était capable d'être très bon et puis tu as encore Hartenstein cette année. Donc, mais t'es pas champion. Tu as un remplaçant, entre guillemets. T'es pas champion, je pense. Faut pas sous-estimer l'apport de Chet. Mais c'est sûr que oui, sans J-Dub, ton deuxième créateur, c'est Aaron Wiggins, ça devient compliqué. C'est chaud. Après, voilà, est-ce que tu aurais du coup plus de meneurs, plus de Mitchell, Topic, etc. On en reparlera peut-être aussi. Et à voir. Et après, j'ai un moment dans ma tête, j'y ai pensé, j'ai dit, ça serait presque mieux que les deux se pètent et que tu aies une saison blanche. Mais en fait, vu la situation contre des contrats, etc., c'est pas le moment, quoi. Là, il faut... C'est pas cette année. Voilà, c'est encore une saison all-in. Par contre, sur d'autres saisons où vraiment, s'il y en a un qui se pète, quitte à faire les deux se pètent, mais même avec Shai, en fait, tu serais trop compétitif. C'est chiant. Enfin, c'est chiant. Tu serais même pas là en train de tanker. Enfin, tu vois, parce que les 3 quarts des équipes, tu as ton joueur 2 et 3 qui se pètent. Bon, c'est fini. Tu vas chercher un top 5 draft. Là, sauf que Shai, c'est un peu comme les Bucks quand ils jouaient avec Giannis et que des plots autour, ça gagnait quand même des matchs, quoi. Parce que c'est Giannis Antetokounmpo. Faudra avoir la tête de l'Ouest, etc. Machin, mais t'as que Shai sur le terrain, tu gagnes des matchs. On l'a déjà dit un paquet de fois. Quand il est là, tu peux partir du principe qu'OKC peut gagner tous les matchs, je pense. Donc et puis vu la profondeur d'effectif aussi. Voilà, c'est ça, c'est que le roster, à l'époque où Shai, les années où OKC gagnait 25 matchs, 20-25 matchs, Shai était déjà pas aussi fort, déjà. Et puis le roster autour était quand même bien plus dégueulasse que le roster actuel, quoi. Là, t'as quand même un roster très cohérent, donc même si t'as pas tes deux lieutenants, tu peux quand même faire le boulot en régulier. Bon, c'est un plafond, évidemment. Mais... En vrai, ça veut dire qu'Hartenstein joue et derrière t'as Jalen et Sorber. Et si J-Dub se pète, tu fais jouer Casson ou Caruso dans le 5 et tu fais du Kenridge, du Wiggins. Ça, c'est pas aussi fort, mais bon, c'est des gars qui ont joué en finale NBA ou en playoff en tout cas. Bon, voilà. Bon, bonne première question. Même si on a répondu vite, ça a amené un peu de débat. J'en ai une pour toi.
Celle-là, je pense qu'en fait, on va devoir y être confronté à un moment. Dort, Cason Wallace, Alex Caruso. Si on doit en garder un, qui on garde? Et après, je te poserai la question, si on en garde deux, qui on garde? Sachant que là, pour cette question, il faut prendre tout en compte. C'est le contrat, c'est l'âge, c'est l'apport, c'est les blessures, c'est tout ce que tu veux. Voilà, on va dire, on est financièrement trop dans le jus, on peut en garder qu'un au début, là. Qui c'est que tu gardes? C'est dur, hein, c'est méga dur. C'est con, c'est parce que la première question de ma liste, finalement, j'ai pris Jada Butchett, mais la première question de ma liste, c'était il y a une extension à mettre soit sur Dort, soit sur Kayson, vous prenez qui? Voilà. J'ai pas mis Caruso dans l'équation, parce que vu qu'il a signé son extension, pour moi, il va rester. Non, mais moi, c'est si en mode tu dois en garder, quitte à trader Caruso, si tu veux pas le garder, qui on garde, quoi? C'est pas simple. Hein. C'est super dur. En gros, pour faire résumer le truc, le temps que tu réfléchis, Caruso a son contrat qui est pas si pire s'il joue au niveau des playoffs, honnêtement. Dort va avoir une prolongation, extension, je sais pas comment vous l'appelez, prochainement, et à voir quel sou il prend, ça pourra peut-être chiffrer. Kayson, pareil. Kayson est le plus jeune, Dort est celui du milieu dans le 5, etc. Caruso est celui du banc, et peut-être le meilleur des trois, à voir selon comment vous considérez les choses. Parce qu'en termes de niveau, il y a des plus et des moins dans chaque aussi. Donc, enfin, après, c'est dur. C'est dur. C'est dur comme question. Le trade, si tu as un trade de Caruso, il arrive quand? Genre cette année là ou... On va dire fin d'année prochaine. Ok, tu comptes sur lui quand même cette année, quoi. Ouais, t'as cette année, on sait que l'effectif va pas bouger. Et par contre, fin d'année prochaine, t'as Caruso qui a déjà le contrat. Et par contre, il faut lâcher des sous à Dort et Kayson et tu peux pas tout faire. Comment on fait? Ok. C'est dur. Parce que dans l'idée, le profil que je préfère des trois, c'est Caruso, très nettement. Il est trop important, vraiment. C'est un trop bon joueur de basket. Il match tellement bien avec la manière de jouer d'OKC. Enfin, c'est excellent. Si je devais en garder deux, j'aurais forcément Kayson là-dedans parce que c'est le plus jeune. Vrai potentiel pour être un top défenseur sur les guards, voire même les petits ailiers. Vraiment excellent. Et puis même offensivement, tu as moyen de le développer. Pour moi, c'est celui qui peut aller le plus haut offensivement. Il peut dépasser l'impact, évidemment, qu'a eu un Dort, parce que Dort, c'est celui qui est le moins bon des trois déjà offensivement. Il shoot, quoi, globalement. Il shoot à 3 points et de la pose d'écran, mais tu vois, il s'est amélioré sur la coupe au cercle. Il s'est amélioré sur la coupe au cercle, des trucs comme ça, mais ça reste quand même assez frustre. Là où Caruso et Son Wallace déjà peuvent tenir un peu plus la balle. Donc ça dépend. En vrai, tu vois, ce débat-là, offensivement, je suis pas sûr. Ça dépend ce que tu attendais, joueur. Parce que moi, j'aime bien les joueurs polyvalents. Dort est potentiellement... Ouais, voilà. Mais Dort est potentiellement, sur une saison entière, le meilleur shooter, parce que Caruso, on l'a vu qu'en playoff, Kayson, ça n'a pas été exceptionnel au tir cette année, à part certains passages. Ouais. Dort a été plus constant, même si en playoff, il y a eu des loupés, mais de toute façon, personne n'était dedans. Voilà. Donc, tu vois... Il y a des matchs très importants où Lugensdort, il a mis des gros 3 points qui ont permis à OKC de prendre un momentum. Hein. Regardez la série contre Denver. Le match... Le 5. Non, en fait, il y a un monde où moi, ma réponse, elle est que tout seul, si je dois en garder qu'un, je prends Dort. Et si je dois en garder deux, je prends Kayson et Caruso. Dans le sens où Dort, c'est le plus... ok, tu le mets 35 minutes, il démonte le gars en face, etc. Pour moi, ça reste le plus régulier au tir, même si Caruso, en soi... Il faudrait voir sur une saison régulière, mais il s'en foutait tellement. C'est trop bizarre, la saison de Caruso. C'est ça qui est dur à juger sur lui. Tu prends la première partie, il est à 20%. Tu prends à partir de janvier-février, il est à plus de 40%. Quoi. C'est tout ou rien. Donc, vraiment... Mais en fait, j'ai pas envie de sous-estimer l'importance de Dort dans le système OKC, dans tout ça, même si en playoff, il a peut-être moins joué des fois, etc. Il est trop important dans le système OKC. Il faut pas... Même dans... c'est identitairement, j'ai envie de dire, c'est fort aussi, même Caruso aussi est fort. Kayson est bien en dessous à ce niveau-là. Donc tu vois, ça serait soit Dort, soit Caruso. Je pense que Kayson, je le garde pas, même s'il est plus jeune, peut-être moins cher. À voir, ça, c'est à voir, c'est même pas sûr. Mais je trouve qu'offensivement aussi, Caruso, Kayson, c'est... Oui, il y a peut-être plus de trucs balle en main, il y a plus de machin, mais est-ce que tu as besoin de ça? Moi, j'ai besoin d'un joueur qui met dedans, potentiellement, donc c'est les deux autres qui mettront plus, je pense. Par contre, après, si j'en ai deux, là, je trouve ça intéressant de développer Kayson un peu dans le rôle de Dort
pour défendre sur l'homme, et d'avoir un joueur un peu plus grand, un peu plus physique, un peu plus sur les lignes de passe, etc., en la personne de Caruso, tu vois? Ouais, non, je comprends l'idée pour le coup. Moi, s'il y en a 2 à garder, je mets forcément Kayson parce que encore très jeune, Ouais. il a 22 ans Kayson, je crois. Il a fait que 2 ans en NBA. Franchement, pour un sophomore, c'est déjà quand même vraiment bien. En vrai, c'est vrai que là, quand tu redis ça, l'autre, ouais, bon, bref. Ah non, c'est hallucinant. Et puis même, c'est la maturité dans le jeu, c'est ça, parce que il a déjà compris son rôle en NBA en fait, alors que ça fait 2 ans qu'il est là, donc c'est assez impressionnant. Et surtout, moi, le côté porteur de balle de Kayson, bon, je tanne tout le monde depuis sa draft avec ça. Je vais être le seul à en parler depuis 2 ans. Mais j'aime bien le fait que Kayson Wallace puisse avoir la balle de temps en temps. Je suis d'accord qu'à court terme, en playoff, tu t'en sers pas. On l'a vu, de toute façon, sur la campagne de playoff qui est arrivée. Même si t'es content quand il le fait un petit peu, quand il met un ou deux paniers, t'es content. Ouais, il y avait quelques séquences contre Denver qu'on avait vues qui étaient pas mal. Mais je pense par contre que sur du moyen long terme, tu vois, dans 3-4 ans, Kayson Wallace, si c'est un mec qui est capable d'être ball handler secondaire par séquence dans des moments chauds de playoff, je trouve pas ça inenvisageable, tu vois, de le voir faire une évolution comme ça. Comme j'ai dit, j'ai jamais trop cru au shoot de Kayson Wallace. Ça peut être un shooter correct, mais je pense pas que ce sera même un shooter à la Luguensdorf actuellement, qui est quand même un bon shooter NBA maintenant à Luguensdorf pour le coup. Vu des volumes qu'il prend, c'est bien. C'est ça aussi qui joue, moi, pour moi, c'est le volume. Volume. Non, mais ça, je l'entends tout à fait. Mais voilà, s'il faut en garder 2, Kayson Wallace, je trouve que le développement est très intéressant. Mais par contre, je sais pas si je garderai Caruso. Je pense que dans les 2 cas, j'enlève Caruso en fait. Ah ouais? Parce que, moi, je me dis que. En soi, c'est le meilleur joueur. Enfin, ou le plus actuellement, plug and play, ou comme tu veux, mais c'est. Ouais. Actuellement, ouais. Mais c'est pour ça que, tu vois, si tu m'avais posé la question, le trade, il arrive genre à la deadline, là, Caruso, je le trade pas. Il est trop important. Ouais, Et par contre, à la fin de saison, tu vois, c'est là où on a les questions contractuelles. Je me dis, il va arriver à 32 ans. Caruso, on sait que c'est un mec qui se blesse, qui a souvent des petites blessures un peu tout le temps. Qu'à voir combien d'années il a encore à très bon niveau. Je me dis que j'irais plus trader Caruso et garder Dort Kayson qui sont des. Enfin, Dort, c'est une valeur sûre pour le coup. Tu sais ce qu'il va t'apporter. Le mec, c'est podium défenseur de l'année. C'est un des meilleurs défenseurs sur le point d'attaque. C'est un mec qui rentre ses 3 points. Il garde une irrégularité dans des moments de playoff, mais c'est quand même un mec qui est capable de débloquer des situations avec son tir, ce qui n'était pas gagné quand on le voyait il y a 2-3 ans. Donc ouais, il est important. En plus, il a développé sa capacité à couper au panier. Il a un mi-distance très bizarre d'ailleurs. C'est un peu moins pire. C'est un peu moins pire au cercle, etc. C'est un il a réussi à épurer son jeu et lui aussi, il a compris son rôle en NBA. Il exploite au mieux ses capacités pour rentrer dans le rôle dans lequel OKC a besoin. Donc si je devais en garder 2, je garderais Dort et Kayson. Si je devais en garder qu'un, c'est dur. Hein. J'enlève Caruso là aussi, malheureusement. En plus, j'aurais pu parler de timeline, mais en fait, Dort, il a à peu près l'âge de Shea, mais Kayson, il a à peu près l'âge de J.W. Chet, quoi. Donc même là, c'est pas. Même là, il y a un monde où il faut garder Lou Dort pour que Shea soit content aussi. Ouais, oui, c'est pas impossible. Même s'ils s'entendent tous bien. Ça s'envisage. La Canadian Connection, ça rentre en ligne de compte. Ouais, mais ils sont très proches les deux. Bon. Non, mais c'est pas simple. C'est pas simple. S'il faut en garder qu'un, je garde quand même Kayson aussi. Allez, je suis fanboy de Kayson. Je crois beaucoup en Kayson. Tu vois, genre, pour moi, Kayson Wallace en fin de carrière, il aura plusieurs defensive teams. Tu vois, c'est vraiment un mec qui sera qui peut avoir une carrière à la alors peut-être pas d'Eric White sur le développement offensif, parce que s'il devient aussi fort que d'Eric White offensivement, alors là on va casquer. Hein. Ça Clay Bennett va falloir qu'il se prépare. Mais ne serait-ce que sur l'aspect défensif, pour moi, il peut avoir ce genre de rôle-là, entre guillemets, ce genre de carrière-là, tu vois, genre, en enlevant le volet offensif, parce que je pense pas qu'il sera aussi fort que d'Eric White offensivement. C'est vraiment dingue d'Eric White ce qu'il a réussi à faire. Ok. Bon, bah, ça a pris un peu de temps celui-là. Il était pas simple. C'est un des premiers qui m'est venu en vrai. J'ai dit, il faut faire un truc sur ces trois-là. Que je pense qu'on va devoir se poser ces questions-là rapidement, sauf si Clay Bennett décide de sortir un chéquier gold exceptionnel, mais bon, j'y crois pas trop. Si on va pas à la seconde apron l'été prochain, Dort et Kayson, ça va pas être facile de garder les deux. Hein. Donc, sans même parler de la question Caruso, les deux, c'est. Sans même parler d'Hartenstein aussi, sans même parler. Ouais. Ah bah, il y a d'autres problématiques. Ouais, ça va être dur, hein, l'été prochain. À toi, du coup, Tom, ton deuxième dilemme. Alors, pour moi, ça concerne des joueurs qui ont des moins gros contrats quand même. Enfin, là, on a parlé de grosses questions contractuelles.
Mais c'est une question qu'on va se poser, enfin on va avoir la réponse cette année sur ce qui va être mis en place. Ça parle de Nikola Topic et Jay Mitchell. Le classique. Voilà, c'était évident, il fallait en parler, évidemment. C'est le format parfait pour parler de ces deux joueurs. Donc Pierre, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères qu'on développe Nikola Topic, où il donne du temps de jeu direct, quitte à sacrifier un peu AJ Mitchell et quitte à sacrifier un petit peu d'osmose collective, entre guillemets, dans le jeu qui est pratiqué en régulière. Et Topic, tous les soirs, il a 15-20 minutes. Et il a le droit de faire des erreurs. Et il y aura du déchet, parce qu'on a vu, même sur la Summer League, Topic, il y aura du déchet, c'est sûr. Et il sera peut-être ciblé défensivement. Et il va peut-être être laissé ouvert à 3 points. On ne sait pas. Et en tout cas, il y aura du déchet niveau Topic, mais tu le laisses se développer pour te dire, en playoff, on a envie de compter sur lui et qu'il ait quand même un rôle et qu'il ait des minutes au final. Donc, on va lui donner le droit de se tromper en régulière, quitte à sacrifier Jay Mitchell. Ou alors, tu préfères que Topic, il gagne son temps de jeu, ils doivent gagner son temps de jeu au fur et à mesure. Et en début de saison, c'est pas si clair qu'il soit dans la rotation parce que Jay Mitchell, c'est un joueur plus pertinent à l'instant T et que tu te dis, en playoff, et Jay Mitchell, on voit à peu près qu'il peut avoir un rôle, tu vois, un rôle de joker, mais un rôle quand même. Et que tu te dises, Topic, s'il est bon, il aura des minutes, mais par contre, s'il n'est pas bon, on lui donne pas de temps de jeu et on veut être compétitif. Qu'est-ce que tu préfères? En vrai, AJ Mitchell, on l'a pas vu depuis longtemps, on l'a vu un petit peu en playoff, etc. Le joueur est beaucoup plus prêt alors qu'il est seconde année. Bon, il est plus vieux, mais il est beaucoup plus prêt que Topic, beaucoup plus NBA ready, il peut beaucoup plus apporter à l'effectif. On l'avait vu, il avait fait du bien à J-Dub sur le début de saison dernière, quand il prenait un peu la balle, etc. Et ce qui lui avait valu pas mal de mérite, honnêtement, voilà. Donc je pense que ça me paraît compliqué au début de lui enlever ses minutes pour les donner à Topic, dans le statut et dans ce qui a été prouvé, etc. Surtout sur comment ça marche au OKC. Je pense que comment je fais AJ Mitchell, lui, il a des vraies minutes, dans le sens où il rentre au deuxième quart-temps avec J-Dub, il joue un peu plus s'il est bon. Enfin, tu vois, voilà, notamment dans le deuxième quart-temps, il a pas mal de jeux et pas mal de responsabilités. Quand il est pas sur le terrain, en gros. Combien? 12-15 minutes? Ouais, mais comme l'année dernière, en fait. Ouais. La même chose que l'année dernière. Okay. Et Topic, en fait, il y a des super beaux quatrième quart-temps qui sont jamais joués par Shea et qui a 12 minutes à faire. Et pour moi, c'est là le moment. C'est là le moment parce que, ouais, il fait des bonnes passes, il y a une petite maîtrise de son corps sur drive, etc. Mais, dans un monde NBA où, à l'Ouest notamment, t'as quand même que des équipes correctes, il y en a très peu où tu te dis, ouais, il n'y a vraiment personne. Voilà. Opening Night contre Houston, Topic, je vois pas comment il peut exister, honnêtement. Alors, sauf s'il est vraiment plus fort que ce qu'on a vu et que ce que je pense. Je ne vois pas, par exemple, comment il existe face à une défense comme Houston, face à des équipes NBA compétentes. Alors oui, on va me dire, il joue le pick and roll sur Şengün. Ouais, mais bon, c'est pas, voilà. Donc pour moi, ouais, il y a de la G-League pour Topic déjà à faire. Et t'as des garbage time, en fait, où t'en as beaucoup à OKC, normalement. Sur les dernières saisons, en tout cas, il y en avait beaucoup. Je pense qu'il y en aura encore quelques-uns. Et c'est là qu'il doit pouvoir prouver, qu'il peut apporter. Et après, tu as des situations où, et ça arrive chaque année, de moins en moins aussi, mais où tu es à la rue. Tu as un match où tu es à la rue offensivement, c'est une galère, ou alors tu as un blessé, etc. Et là, par contre, peut-être que tu donnes beaucoup de responsabilités, peut-être même trop, plus que Mitchell. Tu vois ce que je veux dire? Genre, risque, quoi. Ouais, genre Shea loupe un match, ou J-Dub loupe un match, en fait, Topic, d'un coup, il prend 20 minutes. Et Jay Mitchell n'a pas bougé, potentiellement. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu l'upgrades d'un coup, tu dis, vas-y, fais-toi plaisir, voilà. Mais en fait, je trouve qu'honnêtement, Topic, tu l'as dans une équipe NBA en reconstruction, c'est très très bien. Franchement, parce qu'il te fera jouer tout le monde, il développera tout le monde, lui, il se développera. Mais ok, si, pour l'instant, qu'est-ce que tu veux faire? Alors ouais, avec Hartenstein, il va faire des pick and roll, des trucs, mais t'as pas besoin et t'as pas... Est-ce que t'as envie de retourner dans le chaos? Parce que dans ce cas-là, on refait jouer Ousmane Dieng aussi. Tu vois ce que je veux dire? Tu le développes aussi. Du coup, ça me paraît compliqué. Mitchell, en fait, ce qui a permis de le faire percer dans la rotation, c'est que c'était archi propre et prêt, quoi. Il n'y avait pas de phrases, c'était à droit, il défendait ce qu'il pouvait au max, il apportait un peu de slash, un peu de choses, tu vois. Là, Topic, bon, je sais pas. À voir. Hein. Après, si son jeu de passe se transpose de ouf, qu'il est défendu un peu au large, du coup, il peut driver, ok, pourquoi pas. Mais là, pour l'instant, il va être défendu à 10 mètres, c'est sûr. Et puis tu parlais de la... Donc tu choisis Mitchell et Topic, débrouille-toi, c'est à toi de gagner ta place. Quoi. Par contre, l'année d'après, quand tu auras peut-être un roster un peu dégraissé ou à voir,
là, il y aura peut-être plus de minutes, tu vois. Mais là, tu as besoin de reprendre du rythme, tu as besoin de redevenir un joueur déjà en forme, prêt à jouer, etc. On va voir s'il joue à l'Euro avec la Serbie. Il est dans le pré-groupe, comme Poku l'était souvent. Je pense pas qu'il fasse la fin. Mais à voir, ça peut être intéressant aussi pour lui. Ouais. Ils ont un bel effectif, la Serbie. Hein. Ça va pas être facile. Hein. De toute façon, c'est pas dur, quoi. C'est costaud. Hein. Ouais. Mais pour en venir sur Topic à l'Opening Night, c'est vrai que. Alors lui, pour le coup, tu vois, je parlais de niveau athlétique. Houston, c'est pas facile hein, comme première match. Ah ouais, c'est pour ça. Non, mais tu vois, c'était l'exemple ultime du truc. Opening Night, Houston. Il va vas-y, attaque Amen Thompson, attaque les autres. Là. C'est un enfer, il peut pas jouer. Même je sais plus s'il y a encore, mais un Jason Tate, des mecs comme ça, là, te rentrent dans l'art. Ils ont beaucoup bougé, je sais pas qui y aura dans leur rotation. Ouais. Mais défensivement, voilà, il n'y a plus Dylan Brooks déjà pour le casser en deux. Le seul qui est pas athlétique qui va être dans la rotation, c'est Rich Shepard, quoi. Mais sinon. Fred VanVleet, c'est pas archi athlétique. Il est costaud quand même, tu vois. Il est costaud. Je pense qu'il te rentre dedans, c'est pas si simple. Mais je suis assez d'accord avec toi. Je pars sur Mitchell et Topic. C'est à toi de gagner ta place. Il aura évidemment des minutes de temps en temps, Topic. Alors je sais pas s'il ira tant que ça en G-League. Faut voir le niveau. Parce que c'est vrai qu'au moment de la draft, quand même, c'était un mec hors croisé. C'était vraiment un mec qui était prévu grand minimum top 5 de sa QV. Ah, mais il y en a encore qui disent que cette année, il était top 10. J'ai vu des trucs passer où les mecs sont très 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 chauds. Il était très très bien coté, Topic. Ouais. Mais après, tu peux l'envoyer en G-League et le faire ramener dans le roster sur les matchs à domicile. Ça se fait souvent, ça. Ils l'ont fait un paquet de fois. Il y avait des matchs de l'époque où tu avais Treman, il jouait la G-League l'après, mais il jouait en NBA. Il jouait 20 minutes en NBA. Ouais, c'est ça. Bon, après, c'était une époque où gagner des matchs, c'était pas la priorité. Ouais. Mais c'est encore autre chose. Mais ouais, non, je suis assez d'accord là-dessus. Je sais pas trop à quel point d'ailleurs. Topic, j'ai plus de doutes sur Topic maintenant qu'au moment de sa draft il y a un an où je me disais c'est bien de tenter le coup, quoi, tu vois. Là, je me dis il y a quand même des trucs qui m'inquiètent un peu, mais bon, je partirai comme toi dans le sens où il y a un exemple, je trouve, qui est pas mal dans la NBA l'an dernier, qui montre qu'un rookie n'a pas été intégré directement à la rotation et qu'il a dû faire sa place petit à petit, et on l'a vu jouer quelques minutes en playoff. C'était Ron Holland à Détroit. J'ai bien aimé la gestion dans le sens où le mec était très brut. Et tu aurais pu te dire, Détroit, il sortait de 50 000 saisons où il gagnait aucun match. Et tu aurais pu te dire, Bickerstaff va le foutre dans la rotation, lui donner des minutes et lui laisser le droit à l'erreur. Et en fait, Ron Holland, il rentrait deuxième quart-temps. Si c'était bien, il revenait dans le quatrième, il jouait 4-5 minutes et il revenait peut-être dans le 3-4e quart-temps. Et si c'était mauvais, au bout de 2-3 minutes, il sortait, tu le revoyais plus. Et en fait, le mec, petit à petit, au début, c'était un poulet sans tête, il faisait n'importe quoi. Et petit à petit, le mec, il a compris un peu comment essayer de gratter des minutes, provoquer des lancers, défendre, etc. Et même en playoff, il y a eu quelques performances de Ron Holland. Ça restait très brut et il a galéré globalement face aux Knicks, mais c'est normal, hein, c'est un rookie de 19 ans. Mais il y a eu un ou deux matchs où Ron Holland, il a eu un apport positif. Et je trouve que Détroit, dans le développement du joueur, a été intéressant là-dessus. Et je trouve que pour Topic, c'est un peu pareil. Topic, tu lui donnes des minutes de temps à autre. Si c'est bien, tu le laisses sur le terrain et tu le remets un peu plus tard en deuxième mi-temps. Et si c'est pas bien, tu le revois plus du match. Et comme ça, au fur et à mesure qu'il apprenne comme ça, plus que en ayant 20 minutes directes, 15-20 minutes et en faisant des erreurs et parfois même perdre des matchs à OKC, tu vois. Donc je suis partisan de la même chose que toi. Et en plus, AJ Mitchell, j'ai pas envie de le sacrifier parce que avoir le potentiel qu'il a, mais il a 23 ans, il y a encore une marge, quoi. Enfin, elle est peut-être pas immense la marge d'AJ Mitchell, mais on peut développer peut-être un peu plus de tir ou ce genre de truc. Quoi. Ouais. Donc, il y a un monde où après, c'est ton 6e homme, il porte la balle un peu. Tu vois, c'est pas comme si dans notre draft de l'autre fois, on a pris que des 6e hommes qui portaient la balle presque, tu vois. C'est pas comme s'il y avait des antécédents. Impossible, tu vois, il y en a eu un paquet. Donc, non, il s'est pas exclu. Après, ça, c'est un plafond très haut pour lui, j'entends, mais vu sa première saison, tu l'attendais pas là. Là, on est en Summer League, plutôt au-dessus. Concrètement, il démonte la Summer League. C'est dommage, il joue pas avec la Belgique, lui, pour le coup, à l'Euro, mais ça aurait été cool pour lui. Je pense qu'il préfère taffer de son côté. Mais non, après, quand on fera la preview, on va en parler. Mais en fait, tu peux potentiellement jouer à 13, mais c'est un délire. Mais en fait, il faudrait jouer à 13 pour faire jouer tous les jeunes, tout le monde et tout. Ou alors, tu fais comme les effectifs d'Euroleague, on le redira. En fait, il y a des matchs, tu mets, tu joueras pas. Tiens, on va faire lui. Tu sais, tu tries, quoi. Enfin, mais c'est un enfer. Degnault le faisait un peu l'an dernier. Hein. Tu as des matchs où tu voyais Jalen, d'autres tu le voyais pas et tu voyais d'autres joueurs. Oui. Voilà. Là, de toute façon, dans l'effectif, hormis Ousmane Dieng, on va dire qu'on tape sur Ousmane Dieng, mais en même temps, il ne croit plus. Mais il est encore là. Hormis Ousmane Dieng, les 14 autres joueurs, ils peuvent jouer. Hein.
Même Sorber, hein. Sorber, t'as envie de Sorber, voir. t'as envie de le faire jouer parce que si Ah ouais, Arteaga donc, n'est plus là après, t'as envie peut-être plus lui de le faire jouer que Topic, je trouve. C'est clair. C'est clair. Donc Peut-être non, plus de besoins pour le futur, ouais, c'est clair. on verra en preview ça, mais ça va être un casse-tête. Ça va être. Quand on va devoir faire notre rotation à 10 là, fou, ça va pas être facile. Ouais, parce que pour rentrer Topic, il faut que t'enlèves un gars au poste d'arrière. Ouais. Bah, ouais. Et ben j'ai hâte de voir. Ouais, c'est pas simple. Deuxième dilemme pour moi. On va partir sur un truc un peu plus collectif, alors qu'on est très long sur nos dilemmes. C'est juste avant France-Espagne qu'on enregistre, comme ça vous vous situerez, et on va être en retard pour le match. C'est sûr et certain. Un truc plus collectif, je te donne 2 scénarios. Ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit d'ailleurs. Un scénario où tu fais 50, 52 wins, etc. Tu es 2e ou 3e à l'Ouest, mais tu as géré tes joueurs, tu as eu du repos, tu as des joueurs frais arrivés en playoff, plus frais, et tu as développé un peu tes jeunes. Mitchell, Topic, Sorber, etc. Ou alors, comme l'année dernière, Carnage, plus de 68, on joue tout le couteau entre les dents, on fait une saison où on est affamé, enfin, je ne sais même pas si on peut dire qu'ils sont affamés, mais en tout cas, tout roule, quoi, tu vois, où on fait reposer personne, etc. On tire un peu sur la corde de chacun quand même, parce que c'est pas négligeable. Encore que, je l'ai dit tout à l'heure, les rotations de Daynault, c'est jamais beaucoup de minutes. Par contre, tu n'as pas forcément de gestion et de certitude sur la forme à l'arrivée des playoffs. T'as pas de certitude sur la forme des joueurs? Enfin, ils sont valides tous. Par contre, tu sais pas dans quel état ils sont cramés, quoi. Parce que toute la saison, en fait, t'as voulu battre leur record de 70 wins ou j'en sais rien, tu vois. Ouais, disons que tu as fait une saison à 68, 70 victoires. Ouais. Tu as fait une saison de ouf et tu as essayé de chasser un record. En gros, est-ce que tu fais une saison où tu essaies d'être historique en régulière, quitte à tirer sur les joueurs et arriver en playoff peut-être plus fatigué, ou est-ce que tu fais une saison un peu de champion où tu te dis, de toute façon, en playoff, on est tranquille, on veut juste arriver en forme à ce moment-là, la Caruso, on gère. Tu vois, la saison régulière, ouais, on a perdu là-bas, ouais, on s'en fout, c'est pas grave. Tu vois. Okay. Bien que cette mentalité-là n'existe pas, je pense, à OKC, mais bon. Non, je pense pas. Et puis, de toute façon, déjà, la saison qui vient de s'écouler, OKC, ça a bien managé l'équipe et tu as quand même roulé sur la conférence. C'est ça qui est fou, en fait. Tu as une marge énorme, en fait. Hein. Mais donc, en soi, le scénario à 50-52 wins, s'il n'y a pas de gros blessés, j'y crois pas. Pour moi, c'est les 60 wins. Ouais, mais c'est un peu aussi, comme tu as dit, si on tente des trucs. Il y a des matchs, on fait pas jouer un tel pour les jeunes. Il y a des matchs, Chet, tu lui donnes tous les ballons. Il y a des matchs, enfin, tu vois, on tente des trucs. Ouais, puis au seeding, t'es genre 3e, quoi. À partir des. Peut-être des demi-conf, t'as pas forcément l'avantage du terrain. Ouais, finale de conf, tu l'as pas forcément. Et finale NBA, tu l'as pas non plus. Ouais, c'est pas si simple en vrai comme dilemme parce que j'aime pas trop le fait de délaisser la régulière. C'est rarement un truc qui marche. Après, j'essaie de voir l'exemple de Boston. Bon, bah après, avec les blessés, et puis ils ont choqué les 2 premiers matchs contre New York, donc ça n'a pas marché. Mais tu regardes l'an dernier, Boston, ils étaient un peu en mode pilote automatique et ouais, c'était pas sûr parce qu'ils étaient quand même bien dans la merde avant même la blessure de Tatum. Mais tu vois, la régulière en soi, ils étaient un peu en mode pilote automatique et ils ont quand même fini. Il y avait même trop de gestion, je trouve. C'était un peu abusé. Ouais, un petit peu. Mais tu vois, ils ont quand même fini 2e de l'Est très largement et ils ont été battus par Cleveland qui a fait une saison de ouf. Mais en soi, leur régulière s'est très bien passée. À l'approche des playoffs, Boston, on les mettait favoris à l'Est. Hein. Donc, favori tout court. Moi, j'avais OKC. Mais... ouais, mais en tout cas, on avait peur de Boston. Donc, c'était le Thunder Celtics, c'était un peu la finale pronostiquée en général. Quoi. Alors, moi, je préfère la saison où on fait seed 3, tu vois. Parce que chasser les records de régulière, moi, personnellement, j'en ai un peu rien à cirer. Tu vois, la saison des Warriors à 73 wins, en fait, les Warriors, on va pas les retenir comme une des meilleures équipes de l'histoire, cette équipe-là, parce qu'ils n'ont pas été champions. Quoi. Le BABA pour. Bah ouais, alors que oui, ils sont pas loin pourtant. Hein. Mais ils sont à 3. Hein. Vraiment, sans un scénario de dingue, ils font le titre et du coup, c'est peut-être la meilleure équipe de l'histoire de NBA. Mais le fait est qu'ils n'ont pas gagné le titre et le BABA pour être une des meilleures équipes de l'histoire, c'est d'être champion. Et le Thunder qui vient de gagner le titre, d'ailleurs, c'est peut-être une des meilleures équipes de l'histoire. Donc moi, je préfère une régulière où tu gères, tu tentes des trucs. T'as peut-être un coup de moins bien, genre vers janvier, là, décembre-janvier, tu te dis, oh, c'est pas ouf, ok, ici, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, février-mars, tu commences à monter en puissance et les mecs arrivent frais comme des gardons en playoff. Ça, je préfère, j'aime pas trop ce scénario-là non plus. Moi, je préférais qu'on soit premier de conf. Hein. Mais je préfère ce scénario-là à celui où
tu as fait 70 victoires, tu as roulé sur la concu, mais genre tes jeunes, ils n'ont pas joué, et tes titulaires, ils sont un peu cramés, et tu arrives en playoff où... J-Dub, il est encore pété, machin. Ouais, J-Dub, il a mal soigné son poignet, Chase a un peu tordu la cheville, tu fais, c'est pas ouf. Je préfère le scénario où tu es allé limite un peu trop coolos que le scénario où tu t'es cramé avant les playoffs, quoi. Après, moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Il n'y a que 3 trucs qui m'embêtent dans le scénario tranquille la saison régulière. C'est que déjà, si cette année, tu n'as pas l'avantage du terrain, tu ne gagnes pas. Tu ne passes même pas Denver, je pense. Parce que le set là-bas ou des choses comme ça, je sais pas, on ne saura jamais. Hein. Mais tu as gagné de la maturité et je trouve que justement, plus on avance dans les playoffs, plus je trouve que l'avantage du terrain, c'est important, mais c'est pas... Ouais. Après, tu étais content d'avoir le set à... Ah oui, par contre, le set à domicile, tu es content. Mais tu vois, aussi, hein. Je trouve que l'an dernier, avoir l'avantage du terrain, c'était plus important que cette année parce que tu n'avais pas justement cette expérience de champion. Là, OKC, et on l'a vu notamment après le match 7 contre Denver, quand il y avait des moments chauds, OKC, même contre Indiana, où on a quand même tremblé. Hein, contre Indiana, on va pas faire les malins non plus. OKC, on a chié pour battre Indiana. Mais tu sentais un poil plus de sérénité de la part d'OKC dans les matchs très chauds contre Indiana. Là où contre Denver, tu sentais qu'il y avait de l'inexpérience encore et que c'était pas des moments où tu avais pu tester encore cette équipe. Donc cette année, l'avantage du terrain, je le trouve un peu moins fondamental que l'an dernier. J'espère, on verra. Bon, sauf si on gagne tout le monde. Mais après, je trouve qu'il y a aussi de plus en plus une question de match-up en playoff et une question de. Ouais. Parce que tu vois, Indiana s'en sort à chaque fois et eux, pour le coup, je pense que tu aurais le seeding, tu vois, parce qu'ils ont fait quoi, 4 ou 5 4. Ils avaient l'avantage du terrain contre les Bucks. Tu vois, donc tu avais quand même le seeding dans tous les cas. Enfin bon. Ce qui m'embête. J'ai oublié du coup mes autres arguments. Non, ce qui m'embête aussi, tu l'as un peu dit, ça marche rarement le pilote automatique en saison régulière. Et le bouton on-off, entre guillemets, parce que quand les joueurs joueront, ils seront à fond, c'est pas ça que je veux dire. Ce sera pas non plus en on-off. Mais il faut quand même respecter un peu le jeu souvent. Tu vois, j'ai rarement des exemples où ça a payé cette strat-là. Voilà. Sauf si t'avais des vrais mecs blessés, ça j'entends. Mais t'as le on-off individuel de Jimmy Butler. Celui-là, il existe. Ouais. Il a existé au hit, mais sinon, sur un collectif, ça marche rarement. Mais tu vois, dans ton dilemme, moi, dans la manière dont ça a été formulé, je voyais t'as fait une saison coolos, mais t'arrives, c'est une bonne dynamique, quoi. T'arrives quand même bien. Oui, ça, ouais. Voilà, donc les dynamiques des playoffs, c'est très important. Genre, si tu fais une saison à 50-50 de win, mais que les 15 derniers matchs avant les playoffs, t'es en 8-7, c'est pas pareil que si tu fais une saison tranquille ou bilou, mais t'arrives, t'es en 12-3 quoi, sur les 15 derniers matchs. Comme Indiana qui a passé mi-saison ou janvier, en fait, ils sont trop forts. Ils sont arrivés comme des balles, quoi. Voilà. Ça a payé d'ailleurs. Donc non, c'est plus ça qu'il faut gérer pour moi aussi, tu fais bien de le dire. C'est plus ton momentum que tu arrives. C'est bien si tu arrives et que tes 15 derniers matchs, tu as mis tous les tirs, tout le monde est plein de balles, tout fonctionne bien, tu vois. Après, moi, une demi-saison ou 2 tiers de saison où tu testes plein de choses, tu gagnes un peu moins de matchs. Ouais, vas-y, ton record de saison régulière, je préfère faire un back-to-back que, comme tu l'as dit, faire 70 wins, mais perdre, quoi. Ouais, voilà, si on perd en finale de conf derrière... Sachant que le back-to-back est compliqué en NBA maintenant. Regardez les Warriors. Hein. Oui. Ouais. Warriors de l'époque. Hein. Donc, petite équipe sympa, hein, les Warriors d'ailleurs. La NBA est instable, on va dire. C'est pas facile. Là. Ok, Tom, à toi. Troisième dilemme. C'est parti. J'ai appelé cette question la question Cam Johnson. Non, je vais pas de toute façon, je peux pas la focus sur Cam Johnson, il a Denver maintenant, donc il est plus disponible. Ouais. Mais après, il y a toujours des profils un peu similaires, entre guillemets, que tu peux, pourquoi pas imaginer. Qu'est-ce que tu préfères entre... Tu gardes l'équipe d'OKC actuelle, défense de fou, défense historique, mais tu as toujours les mêmes problèmes au tir, et vu que tu as un an de plus, les équipes adverses, elles auront quand même plus tendance à s'adapter à toi. Souvent, les équipes, quand tu as un champion, ils essayent de scouter le champion à fond et d'essayer de le détrôner, quoi. Mais tu gardes quand même ta défense complètement dingue. Ou alors, tu sacrifies un peu de côté défensif, tu restes une très bonne défense, parce qu'OKC, l'an dernier, était de très loin la meilleure défense NBA, c'est une défense complètement dingue, donc même si tu sacrifies un peu de défense, tu vas rester dans les top 2-3 défense NBA. Mais par contre, tu apportes un shooter gros volume, qui est un peu l'Arlésienne un peu OKC, le problème qu'on pointe le plus, c'est le spacing du Thunder, et pour amener du spacing au Thunder, ça serait quand même bien d'avoir un shooter de volume, parce que les role-players, on voit que globalement en playoff, c'est pas que OKC, mais OKC c'est assez marqué, les role-players d'OKC en régulière mettent leur tir, mais en playoff ça chute. Donc qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce que tu préfères tenter d'amener un shooter gros volume, quitte à ce que ça déstabilise un peu ta défense, mais tu te dis si ça paye, t'es encore plus injouable qu'avant, parce que ton attaque ça devient encore plus compliqué de te stopper, ta défense reste très bonne, mais si ça marche pas, ta défense est moins dominante, et c'est un peu ça qui a fait ton succès quand même l'an dernier.
Ou alors tu restes sur la même base, tu te dis, bon, bah, ils vont nous scouter sur le shoot, mais on est tellement fort défensivement et on a tellement confiance en nos options individuelles chez J-Dub notamment, qu'on pense qu'on va regagner comme ça. En fait, j'ai envie de dire, ça dépend ce que tu lâches. Je sacrifie pas la défense si je prends le gros shooter et je peux pas repasser en config full def, tu vois, parce que j'ai tradé trop de Caruso, Dort, etc. Et je peux pas repasser en mode défense intenable, tu vois, en mode qu'est-ce qui se passe, comment on fait pour passer le milieu de terrain. Tu sacrifies une option défensive, tu peux toujours en passer en full def défense de dingue, mais t'es moins flexible là-dessus. T'as moins de profil. En fait, le truc, c'est que ce shooter, il doit quand même être bon en défense, parce qu'on l'a vu, Isaiah Joe, en fait, on le fait pas jouer. Ah oui, on est d'accord. Donc, c'est ça la problématique. Non, moi, j'ai envie de garder ce roster tel qu'il est, parce que déjà, ça a fonctionné. Enfin, faut arrêter de... Oui, il y a des problèmes, l'effectif n'est pas parfait, mais t'es champion. Enfin, déjà, voilà. Première chose, t'es champion en ayant eu plein de blessés, on a eu un Chet hors de forme, un J-Dub blessé. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs. Et même, il y a un aspect... Franchement, quand il y aura des joueurs tradés cette équipe-là, pas Dillon Jones, des vrais joueurs, ça va faire mal au cœur, en vrai, je trouve. Tu vois, genre l'année prochaine, tu te dis, un Dort, il s'en va, ou Caruso, enfin, ça fait chier, franchement. Donc j'ai un peu ce côté sentimental où je me dis... Ah mais ouais, même Hartenstein. Alors qu'on s'y attend à Hartenstein, on l'a dit même quand il est arrivé, c'est un prêt de 2 ans. Hein. Mais même ça, oui, ça va faire un peu bizarre. Donc tu vois, j'ai envie d'avoir ces 2 années où on se dit, ah, cette équipe-là, tu vois, quand on reparlera de nos redrafts et tout, on dira, cette équipe-là, elle était quand même... tu vois, ce roster-là, tu vois. Donc oui, il a un chouïa à bouger, mais globalement, tes joueurs principaux, ils sont là. Tu vois, tu dis, ah, ça, c'était la meilleure équipe que tu as eue de l'histoire d'OKC. On l'a eu 2 ans. On a fait champion et finale de conf, champion et ce que vous voulez. Mais voilà, tu vois. Sachant que ton gros shooter de volume, t'as aucune certitude qu'il garde ce pourcentage à OKC. Ça, on connaît le truc. Hein. T'as aucune certitude que ça se passe bien, etc., que ça clique bien, que surtout si tu le fais à la trade deadline en soi, ça n'a jamais bien fonctionné cette histoire. Encore je l'ai dit, défensivement, si le gars est ciblé derrière, comme peut l'être Joe des fois, parce que Joe a ce profil-là en soi, on pourrait le faire tirer dans tous les sens, mais tu peux pas. Donc non, je parie plus quand même sur le même roster, cette défense, de la progression interne, parce qu'il faut pas oublier que t'es l'équipe la plus jeune ou la deuxième plus jeune de la ligue. Cason Wallace, on en a parlé, il est sophomore, et j'ai Michel sophomore. Aaron Wiggins, s'il arrive dans son 2e contrat, il est plein de balles, il a progressé de ouf. Enfin, il y a Chet, on en parle encore, J-Dub, c'est pareil. Tu vois, t'as des mecs qui vont encore exploser. Donc non, j'ai envie de parier là-dessus. Puis déjà, en termes de profil, là, surtout qu'il n'y a plus Cal Johnson, je vois pas trop qui tirer chercher. Corey Kispert, je sais pas qui. Je regardais, ouais, c'est Avdija, qui est moins shooter, qui est même pas si shooter que ça. Je sais plus, on donnera peut-être des noms en commentaire. Moi, je pensais à un mec, c'est pas obligé d'être un titulaire, genre un gars qui a des minutes à la Sam Hauser. Ça compte dans le dilemme. Isaiah Joe. Voilà. Mais c'est Isaiah Joe, Sam Hauser, défensivement, il tient sur le terrain, pour le coup. Ouais. La différence par rapport à Isaiah Joe, parce que c'est un grand ailier. C'est un Joe qui mettait tir, potentiellement, tu l'as déjà, ce joueur-là, mais il faut qu'il s'identifie, il faut qu'il mette les tirs en playoff. Alors après, si tu me dis, on trade juste Joe, Dieng et 2 tours de draft et que tu récupères un énième joueur compétent, bon, bah oui, ok, j'ai pas de soucis. Le dilemme, c'est de sacrifier un peu de défense, parce que sinon, oui, moi je le fais tous les jours, le trade, hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Si tu me dis, genre Joe, Dieng, 2 tours de draft et t'as Kispert ou je sais pas qui, et que tu l'as une saison, bon, bah allez, go, t'as renforcé le truc. Mais non, je garde cette identité. En fait, c'est cette identité-là qui a construit... mais depuis la reconstruction, t'es une identité défensive. T'as jamais voulu, comme Houston a une identité propre là depuis un moment, t'as cette identité qui te suit et qui t'a permis de gagner. Ne pas s'en détourner. Voilà. L'identité de Houston, c'est la salle de muscu et les mesures au draft combine. Hein. Ah, ça a changé un peu quand même. KD est arrivé. Salle de muscu, KD, c'est pas le grand truc. Hein. Je crois que c'est la pire perf au développé couché de la draft combine de l'histoire. Ouais, mais en termes de taille, longueur, Houston, ça va être un délire. Hein. Déjà l'an dernier, c'était ouf, mais alors là, le KD arrière, attention, ça va être sympa. Mais moi, je pars sur le même avis que toi à court terme. À court terme, ça a tellement bien marché. Et puis, effectivement, déjà, si tu regardes les profils, c'est compliqué de cibler des profils spécifiques. Moi, j'étais partisan du Cam Johnson parce que j'aime vraiment bien le joueur et que je trouve que défensivement, c'est un mec qui est tout à fait capable de tenir en playoff et il est capable offensivement de
de débloquer des choses grâce à son tir. On verra quand je jouerai à Denver, comment ça se passe. Après, si on fait des switches Shai sur Cam Johnson et qu'il se fait cook, j'aurai tort, mais je serai très content. ça me ira très bien. Mais à moyen long terme, par contre, tu vois, quand tu auras les questions contractuelles où il va falloir sacrifier un peu des joueurs et où tu diras, en fait, tous tes profils défensifs, tu pourras pas tous les garder. Remodeler un peu ton équipe en amenant un peu plus de shoot, quitte à moins être dans la défense à tout prix, entre guillemets. Ça, c'est un truc que je peux envisager. Et c'est plus du moyen long terme. Là pour le dilemme, c'était plus genre à la deadline, est-ce que tu fais le trade? Là, non. Si tu commences de lâcher Hartenstein, Dort, Kesson, comme on a pu le dire, etc., tu peux faire ce virage. Prendre un profil plus shooter, etc., qu'on ne prend jamais à la draft. Les profils n'existent pas à la draft. Je me rappelle à l'époque quand on voulait faire quand on avait drafté Terrence Ferguson et que c'était lui qui était censé apporter du spacing, là. C'était dur. Hein. Pas facile. Hein. Pourtant, il y en a des profils que j'aurais aimé avoir à l'époque. Fallait monter, mais du Malik Monk, Tyler Hero, des trucs. J'adorais les profils, tu vois. On n'aura jamais des profils comme ça au Kessie. Hein, c'est impossible. À mon tour, peut-être un peu plus court, plus facile. Alors, tu préfères que cela soit qui les 2 meilleurs pourcentages à 3 points d'OKC la saison prochaine? Isaiah Joe et Chet ou J-Dub et Wiggins? C'est spécifique, hein. Très spécifique. Mais c'est un peu une question de philosophie. Enfin, de philosophie. Ouais. J'ai pas mis de notion de volume en plus. C'est ça qui est un peu dur. Ouais, mais t'as envie qu'ils prennent un peu de volume quand même. Enfin, dans tous les cas, ils prendront pas 2 tirs par match, quoi. Mais moi, je dirais bien J-Dub Wiggins parce qu'en fait, Isaiah Joe, si tu peux avoir du shoot sans mettre Isaiah Joe sur le terrain, c'est parfait parce que défensivement, il te coûte. Donc, ça veut dire que tu peux le trader, par contre. Oui. Pourcentage, il faut le trader. Oui, il ne sert plus à rien. Mais en playoff, il t'a quasiment pas servi alors que c'est lui ta caution shooting à la base. Donc non, je partirais sur J-Dub Wiggins. Ouais. Ça me pose plus de soucis pour Chet, tu vois. Parce que Chet, t'as envie qu'il mette ses tirs parce que t'as envie que ça marche avec Hartenstein. La bascule est sur Chet, en fait, parce que effectivement, si J-Dub et Wiggins mettent dedans, je pense qu'on est très fort. Je pense que si les deux sont à 40% ou à 30%, t'es très fort. Mais la bascule est sur Chet ou... Wiggins, moi, s'il met ses 3 points avec du volume, parce qu'il met des 3 points, mais il manquerait un peu de volume encore. S'il augmente son volume, qu'il met ses 3 points, Wiggins, en fait, c'est un role player hyper fort, quoi. Là, t'as Wiggins à ce niveau-là, mais t'as un roster de 8. Parce que là où en playoff, on était à 7 plus Wiggins, qui est un shooter de volume à 3 points et qui les met, t'es à 8. Mais les 8 jouent à tous les matchs. Hein. Les matchs où il met dedans, tu gagnes quasiment tout, je pense, ou t'es injouable quasiment. Donc, non. C'est trop important. Donc, je suis d'accord avec toi, mais en fait, la seule bascule et le seul truc, c'est Chet. Parce que si Chet te fait une saison à 38-39% à 3 points sur 5 tentatives, c'est un délire aussi. Hein. C'est un vrai délire. Là, le contrat, ça va. Et en fait, c'était vraiment la question de Chet, parce que Joe, effectivement, tu sais qu'il va pas beaucoup jouer, qu'il le sera potentiellement meilleur shooter à 3 points parce qu'il prend que il prend que ça, c'est le spécialiste, etc. Mais si Chet est le deuxième, alors sauf si les autres sont tous nuls, ce qui est très possible. Ce qui est possible, à part Dort, peut-être, voilà. Mais si Chet est à 39-38 et qu'il est deuxième, ça devient chiant. Ça devient très chiant à jouer aussi, tu vois. C'est Chet à droit et régulier surtout, parce qu'il est capable de faire des séries de matchs, je les mettre, mais c'est une régulière entière, il arrive à pas avoir trop de moments de coups de mou et à rentrer ses tirs. En plus, il prend des tirs il prend dans plus en plus de spots différents, donc ça peut devenir un enfer à défendre, quoi. Chet à 38%, c'est horrible. Tous les pick and pop qu'il a fait en playoff ou les machins, il te met dedans. Donc déjà, en plus, ça sort plus, en plus, il drive. C'est... Je trouve qu'au-delà même on en parlera de Chet, mais au-delà du ballon en main, s'il développe vraiment son tir, c'est autre chose. Chet, c'est un autre délire. Parce que t'apportes sur du volume, parce que tu vois, le 38%, il l'a l'an dernier, mais il prend 3,5 tirs par match et il joue 30 matchs, quoi. Et en playoff, on a vu que ça manquait, il était même pas à 30% aussi. Non, moi je parle d'une vraie saison entière à 5 tirs par match, 38-39%, et en playoff pareil. Et là, c'est une menace à la Brook Lopez à l'époque, à la Miles Turner dans ses playoffs, sauf contre OKC, où il fait des gros playoffs. Je sais pas combien il est cette saison, au début il a été fort, après je pense Towns, ça a baissé après. Hein.
Ouais, mais Towns, c'est encore autre chose. Il prend des volumes de cochon en Towns. Oui, lui, c'est. Le Chet, il n'atteindra jamais le niveau de Towns. Il prend tous les tirs de 3 points de New York, lui. Non, mais il prend des tirs à 10 mètres, Karl Anthony Towns. C'est un malade. Hein. Mais non, mais même ne serait-ce que. S'il devient Brook Lopez au terme shoot, Chet, parce que j'espère qu'il aura plus de mobilité quand même. Mais s'il devient une menace à la Brook Lopez, Chet, ça va être un très très gros problème pour les adversaires. Sachant que Chet, alors pour sa défense, j'ai ce sentiment que sur des tirs très importants, il est capable de les mettre. Tu vois, sur des tirs clutch, tu vois, j'ai presque plus confiance à ce moment-là en lui que sur quand il est en rythme, ouais. Quand il fait un 4e quart, tu sais, bizarrement, il est agressif au panier, provoque des fautes et tout, et qu'il est dans le ton. Ouais, c'est vrai que là, il peut te planter en début de match où il est froid là et qu'il le serve tout le temps, tu sais que son pourcentage est énorme. Ouais. C'est vrai que c'est un peu. Alors c'est un peu contre-intuitif parce que Chet il fatigue vite, mais son tir c'est un peu un diesel. c'est très bizarre. Il faut trouver un juste milieu quoi. Mais parce que le shooter rouge comme une tomate, c'est pas ouf. Échauffe-toi Chet s'il te plaît. Enfin c'est compliqué de s'échauffer en NBA je pense, mais échauffe-toi. Ouais. C'est clair. Mais sur le dilemme, je reste quand même sur J-Dub Wiggins parce que comment tu peux tout casser avec un Wiggins qui est shooter de volume. J-Dub évidemment. Mais bon, si J-Dub devient un mec à 40% à 3 points, là c'est déjà un mec au NBA. C'est déjà un mec au NBA. Là, on est dans des considérations encore autres. Hein, si à ce niveau-là. Bah, en vrai, on prend en débat, mais il est top après combien NBA? Je sais pas. C'est pas le débat du jour, mais top 20, il est déjà pas très loin, je pense. J'ai fait mon DH20, je l'ai mis dedans, tu vois, par exemple. Voilà. Je l'ai pas fait parce que passé 4-5, je fais c'est trop dur. Je vais pas faire ça. Il est pas facile. Mais tu vois, je l'ai fait. Il est tout en bas du DH20, mais il est dedans. Donc, tu vois, petite dédicace à Kiedo sur ça. On verra où J-Dub est d'ailleurs dans leur classement. Je pense qu'il y sera. Je pense. Il est bien apprécié par les gens en général. Il est bien coté. Puis il y a la défense, puis il y a le titre, puis il y a les perfs en playoff. Ouais, les 40 points en finale. Quoi. Plus les blessures de certains gros joueurs à l'aile en plus. Ouais, enfin, à l'aile, t'as tout, mais d'autres gros joueurs aussi. Ouais, t'as des incertitudes à ce poste-là. Carrément. D'ailleurs, j'en profite de la dédicace. J'ai pas écouté en cas de draft expansion qui protégeait OKC, tu sais, les 7 joueurs. Ça aurait pu être une question du jour. Qui tu protèges en cas de draft expansion? T'as 7 joueurs à verrouiller. Eh bien, Pierre, très bonne transition. Très, très bonne transition. Alors, j'ai vu, j'ai pas écouté le podcast où il parle des. Non, je voulais avant, j'ai pas eu le temps. Ouais. Mais dans les faits, c'est 8, non? Non, c'est 7. Expansion. C'est 7 maintenant? Ouais. Moi, je croyais avoir vu 8, parce que ma question, c'était du coup, draft expansion, tu as 8 joueurs à protéger au OKC, qui tu protèges? On peut faire 8, mais je te fais un. Attends, je vais regarder. Draft expansion. De toute façon, il y en a 3, c'est évident. Voilà, on va faire. Je pense qu'on sera d'accord. Carlson, et voilà. Non, mais chez J-Dub et Chet, t'en as 3. Et après, c'est chaud. C'est pas simple. Hein. Je pense que c'est trop dur de garder Hartenstein parce que t'as le contrat, parce que voilà, parce que si tu le verrouilles mais que tu le payes pas derrière, c'est un peu con, je le trouve. C'est dommage. Je pense que je te fais un combo Wiggins, Kesson, Dort. Donc là, tu as pris toute la rotation playoff. Et en fait, là, le débat, c'est Hartenstein. Et il y a Caruso. Et il y a Caruso. Ouais. Si tu en as 8... Je suis sur un article de l'équipe qui a l'air de parler de 8, justement. Alors après, je crois que c'est à chaque extension, tu peux avoir des règles différentes. Quoi. C'est fixé à ce moment-là, mais... On peut faire 7 et 8. Hein. Sur le niveau des joueurs, je reprends en plus Caruso, Hartenstein. Après, sur les contrats, c'est chaud. C'est chaud. C'est dur de se passer de Caruso, enfin de le donner, sachant que lui a son contrat. Donc après, ça joue Hartenstein. Donc après, tu aurais du Kenrich Williams, Jalen. Et après, tu as tes jeunes, tu as Sorber, Topic, etc. Je trouve que le débat, en fait, il se fait entre Hartenstein et Joe, tu l'enlèves. Il y a Mitchell éventuellement. Mais le débat se fait entre Hartenstein et tes jeunes. Topic, Sorber, que tu n'as pas vu. Que si tu es très chaud dessus, tu as envie de les garder. Ou de les verrouiller, parce qu'ils peuvent ne pas être pris aussi. Hein. Et pour le coup, je l'ai dit tout à l'heure, tu laisses Topic, je pense qu'il est pris par la draft expansion, parce que tu as envie de le faire jouer, d'avoir pas une tête d'affiche, mais un prospect. Ouais, d'accord. Tu peux la jouer en mode, je sais qu'il ne sera pas pris ce joueur-là, tu vois. Si tu laisses... Tu sais qu'en vrai, Jalen pourrait être pris, hein, Jalen. Ah oui, par contre. Il pourrait être pris, hein. Il pourrait perdre Jalen. Sorber et Topic seraient peut-être pris par jeunesse, tu vois.
et contrat pas cher. Je sais pas comment ça se passe après dans les faits. Je sais pas. J'ai jamais qu'on écoute, on va écouter le podcast d'Unkebdo qui doit très bien l'expliquer d'ailleurs. Ouais. Non, j'en ai. Alors du coup, je refais chez J-Dub, Chet, ça on est d'accord. Wiggins, Cason Wallace, je pense que tu vas être d'accord. Ouais. Ouais, incontournable. Ouais. Dort, t'es d'accord aussi, je pense. Ouais. Caruso. Ça se discute un peu plus, mais oui. Quand même, Okay, il est actuellement trop important. Peut-être que dans 2 ans, il sera cramé, mais c'est pas dit. Peut-être que dans 2-3 ans, c'est toujours un super role player. Donc là, tu as tes 7 principaux en playoff déjà, potentiellement. Parce qu'en finale, Hartenstein jouait moins, voilà. Et donc après, c'est soit Hartenstein, soit Topic, soit Sorber pour moi. Joe, Kenrich, J. Will, ça passe pas le cut. Et soit en fait, tu prends un jeune, soit tu prends Hartenstein. Mais tu sais que tu vas prolonger, quoi. Mais il va falloir lâcher les sous. Ouais, c'est pas évident. Hein. Non, pas ça dépend de ta politique. Là, pour le coup, moi, j'ai pas le choix. Ça dépend de ce que tu veux faire du contrat d'Hartenstein. Est-ce que tu prolonges? Sinon, tu prends... Allez, on n'a même pas mis Mitchell, mais je pense que tu prends encore plus jeune. Tu prends Topic ou Sorber. Ça dépend. Mais moi, je suis pas sûr que je garde Hartenstein parce que tu vas pas le garder l'an prochain, je pense. Donc, tu te dis, t'essayes de voir un peu plus loin. C'est pas simple parce que je suis d'accord pour Jalen, Kenrich, Joe parce que c'est pas des joueurs indispensables et en plus s'ils sont pris ça te libère un peu de flexibilité financière. Un chouille, ouais. Donc, tu te dis bon si tu les as encore t'es content parce que c'est des bons joueurs de rotation, mais si tu les as pas au moins tu te mets un peu mieux financièrement. Ouais. Donc je pense que t'es obligé de garder un jeune, un miss or hit ou hit, tu vois, se trouve Sorber il sera trop fort, ça se trouve Topic sera trop fort, t'es obligé de. Ouais, et Jimmy Mitchell je protège pas parce que très petit contrat. Donc, tu vois, là où les contrats rookies, tu peux te projeter sur plusieurs années avec ces contrats-là. Et puis, pour le coup, je pense qu'il ne sera pas pris. C'est pas ce joueur-là qui sera pris. Ouais, je pense pas. Je pense qu'un Topic est plus pris qu'un Mitchell pour un truc comme ça. Carrément. Mais je sais pas. Je sais pas du tout. Je suis pas spécialement contre le fait de perdre Topic, moi. Ça serait pas une catastrophe. Ça m'embêterait plus de perdre Sorber pour le profil, tu vois. Ok, ça se tient. Ça se tient parce que tu as déjà beaucoup de guards en soi qui sont assurés d'être là. Et Sorber te fait un backup pivot ou un joueur pour jouer avec Chet si Hartenstein s'en va et que tu veux pas le payer. Parce que aussi les contrats rentrent beaucoup en compte là-dedans. Hein. Si tu veux payer le joueur ou pas, Hartenstein, c'est plus ça la question. Parce que sinon, sur le niveau, il est là tous les jours. Disons que si ça arrive, alors c'est bon, l'extension arrivera pas cet été. Si ça arrivait cet été, je garde Hartenstein, la question se pose pas, tu veux gagner le titre. Mais l'été prochain, imaginons que tu as pris l'option d'Hartenstein, tu vois. Donc le contrat est toujours en cours, parce que sinon la question se pose pas non plus. Je pense qu'au final, mais je pense que je garde quand même Hartenstein, en fait. Je change un peu d'avis, mais parce que, comme tu l'as dit, et Jay Mitchell, je pense pas qu'il sera pris. Je vais partir là-dessus, c'est que je mise sur le fait que les équipes prendront pas certains joueurs. Et du coup, on a dit Jalen, Dieng, on a compris, mais on a compris qu'on s'en fichait un peu, il n'est pas dans la rotation de toute façon. Mais Kenrich, Jalen, Joe, si tu les perds financièrement, ça te fait un peu mieux. Donc c'est pas une catastrophe de les perdre, tu peux toujours en retirer quelque chose. Et du coup, Topic, je suis pas contre le perdre parce que je sais pas si OKC sera le meilleur environnement pour le développer. Je pense pas. Et Sorber, ça m'embêterait un peu plus, mais je sais pas s'il sera pris. Et s'il est pris, je sais pas, vu que je sais pas ce que donne Sorber, je sais pas si ce sera une mauvaise nouvelle de le perdre ou pas. Donc je me dis, tant qu'à faire, autant essayer de garder Hartenstein et limite, tu le refous dans un package pour un trade, tu vois. Si tu veux essayer de te renforcer et que tu gardes Hartenstein au final, parce que tu sais que tu le prolongeras pas. Que là, tu prends un team option dans notre monde virtuel, là, mais tu sais qu'après, tu pourras pas le garder, tu essaies de le foutre dans un package. Quoi. Mais ouais, je pense que je garderai Hartenstein au final. En fait, je prends les 8 des playoffs, là. Okay. Et à 7, j'enlève Hartenstein du coup pour la situation contractuelle. Sachant qu'OKC, je pense, serait une des équipes qui régalerait le plus en draft expansion. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est intéressant. Les choix, tu dis, là, je vais me faire plaisir. J'ai des joueurs de complément, j'ai des prospects. La première équipe où tu regardes, c'est OKC, je pense. Ou peut-être ça dépend. Indiana, peut-être, parce que Indiana, ils ont une bonne profondeur d'effectifs. Tu vois. Tu regardes beaucoup les équipes compétitives, mais avec beaucoup d'options. Ça dépend, et t'as des équipes qu'on se doute pas, mais ça se trouve, t'as des mecs qui seraient pas protégés, des porteurs de balles, tu sais, que t'as pas trop vu, des trucs, tu vois. À voir. Ouais, ça se discute, mais ouais, tu vois, t'as des équipes genre Denver, tu regardes un peu moins parce qu'ils ont une rotation plus resserrée. Donc, même des mecs blessés, hein. Je crois qu'il y avait le débat pour Lillard à Portland, par exemple. Ouais.
Ouais, est-ce que tu le. Bon, non, tu le protèges pas, Lillard, je pense. Hein. Bah voilà. Faut voir le roster, mais. Est-ce que tu te dis pas, vas-y, je prends lui, ça me fait une tête d'affiche day one de la franchise. Et ouais, mais après, draft expansion, souvent, t'essayes de. Enfin, t'es une équipe pourrie au début. Hein. Donc, c'est peut-être plus rentable de prendre des jeunes, tu vois. Je sais pas. Faut vendre des maillots. Après, c'est plus rentable de prendre des jeunes. C'est pas mal. C'est ça, mais c'est plus rentable de prendre des jeunes. Mais par contre, je crois qu'il faut que tu aies un minimum un plancher de salaire. Faut quand même arriver au salary floor. Donc, va falloir quand même que tu prennes quelques contrats. Bah, Lillard n'est peut-être pas trop là-dedans, du coup, parce que c'est que de la dead money. Enfin, je sais pas comment ça se passe. Bah après, son contrat, il doit compter, non? Là, il est à combien? 14 l'année, je crois. Comme ça. Donc, si son contrat compte, ça peut être un bon choix, hein, Lillard. Hein, mais ouais. Et OKC, on a je pense qu'on est d'accord sur le 7 et puis le plus 1, ça dépend ce qu'on mise. Moi, je prendrais Hartenstein parce que j'ai envie de gagner des titres. On l'aurait pas fait encore, mais allez écouter du coup le podcast de Dunk Hebdo là-dessus. On verra qui c'est qu'ils ont. Sur qui ils ont débattu. Je pense comme nous, hein, globalement. Hein. Ouais, je pense aussi. Tom, il te reste combien de dilemmes? Moi, c'était mon dernier. Ok. L'autre, c'est un dilemme qui ne peut pas avoir lieu. Tu avais fait une super transition en plus en disant que tu en étais un et tu l'avais prévu. Non, moi j'en ai 3 qu'on va pouvoir faire en rapide, je pense, un peu en speed. Parce qu'ils sont pas très durs. C'est un peu plus fun. Alors, tu as un package de joueurs à envoyer pour un trade. Le trade est le même. On va dire que les deux trucs ont la même valeur. Je pense pas, mais voilà. Tu préfères envoyer qui? Isaiah Joe, Nikola Topic et Sorber, ou Wiggins, Mitchell et Dieng? Bon, c'est dur. Alors, au niveau contrat, je suppose que tu as regardé ça match. Non, je n'ai pas regardé. C'est vraiment au niveau des joueurs et de qui tu veux garder. Wiggins avec qui? Kenrich? Wiggins, non, Mitchell et Dieng. Ah, Mitchell et Dieng, ok. Et Joe, Topic, Sorber. Mais tu sais que les deux, je crois que c'est... Les deux, ça fait un peu plus de 20 millions. Je crois que c'est à peu près... C'est du kiff-kiff, quoi. Ça doit se jouer à 1 ou 2 millions. Et bon, après, tout dépend du joueur que tu récupères forcément, mais sans prendre en compte le joueur... bonne question. C'est une bonne question. Bah, le joueur le plus important, c'est Wiggins, hein, de tout ça. Oui, mais il est avec deux joueurs un peu moins importants. Enfin, moins prospects. Ouais, voilà. Disons que le moins important, c'est Dieng. Donc, c'est vraiment un podcast où on tape sur Dieng gratos. C'est terrible. Hein. Mais je pense qu'au final, je préfère lâcher. Parce que je suppose que si tu fais ce trade-là, t'amènes un apport à l'instant T, un joueur compétitif dans ta rotation. Oui. Donc, c'est un upgrade du roster. Ouais, donc je pense que je lâche Joe, Topic, Sorber. Parce que pour moi, du coup, tu te retrouves avec une rotation à 7, plus le mec que t'amènes, plus Wiggins, et ils sont tous très 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 solides. Et t'as toujours Jalen en option sympa. T'as toujours Mitchell aussi d'ailleurs, hein, il peut servir en joker. Parce que Joe, on a vu qu'en playoff, c'était compliqué. Dans des moments chauds de playoff, il peut te servir, te dépanner sur notamment un premier tour, des trucs comme ça, mais c'est compliqué après quand le niveau monte. Et Topic, Sorber, je ne sais pas à quel point ce sont des bons joueurs. Donc, là où je suis plutôt initialement partisan du moyen-long terme sur les projets, là où OKC est tellement fort, je veux gagner. Donc hors de question de lâcher Wiggins, ce qui est important. T'es full all-in et t'es pas trop sur le futur. Ouais. Ok, très bien. Moi, je pense que je fais ce choix-là aussi. Hein, parce que Topic, Sorber, t'as pas de sécurité. Je pense que concrètement, ça intéresserait aussi plus de jeux franchises. Ça dépend quelle franchise, peut-être. Mais... Ouais. Okay. Potentiellement, même si c'est pas dans le dilemme, mais le package avec Wiggins, potentiellement, il faudrait que tu lâches un pick ou des trucs comme ça, tu vois. Si c'est une équipe intéressée par des jeunes. Là ou l'autre. Ouais. Topic, Sorber, c'est déjà bien. Autre, alors on est dans 2 ans. Russ et KD ont annoncé que c'était leur dernière saison. Qui tu préfères avoir sur ton banc? Tout prendre en compte, hein. Russ, tous les jours. Ok, parce que le meilleur joueur, ça sera KD, c'est sûr. Et oui. KD non mais ça je suis d'accord. Mais déjà pour l'historique. En plus, KD, il a ressorti des déclats bizarres. Après, c'est KD, il a rien dit. Il a dit, bah tant mieux, depuis 10 ans qu'ils attendaient de gagner. Ouais. C'est un peu chelou. Après, c'est KD, c'est un mec bizarre. KD, voilà, il est un peu dans son monde, voilà, faut l'accepter. Mais pour l'historique, Russ, KD, je me dis, je préfère Russ quand même, c'est plus. Pour l'historique, oui. Plus d'affect. Par contre, KD en 12e, quand tu as besoin de marquer des points, vas-y. Par contre, c'est pratique. Ouais, même à 30 parce que là, je sais pas quel âge. Parce que là, il y a Russ où je pense qu'il aura un contrat aux Kings, mais c'est plus dur pour Russ d'avoir un contrat maintenant. Pour KD, les Rockets, ils ont littéralement tradé pour lui pour être la première option offensive. On va dire que c'est la dernière année, ils sont au minimum vétérans, tu lâches rien, ils veulent juste signer. Non, mais voilà, après, c'est juste pour dire que oui, KD sera clairement un meilleur joueur que Russ.
Le truc, c'est que j'ai du mal aussi avec le KD qui te fait gagner, qui te rend très compétitif. Tu vois, KD, là, les derniers projets, enfin les projets après les Warriors, il y a eu les Nets où il y a le fait qu'ils fassent une trop grosse pointure qui fait qu'ils ont perdu contre les Bucks, mais à ce moment-là, c'était très fort. Mais genre, son passage aux Suns, il est. Tu vois qu'en playoff, ça baisse et tu vois que surtout, KD, il est très fort individuellement, mais quitte à ramener un joueur de banc, je préfère un mec qui se mêle un peu plus au collectif, tu vois, plutôt qu'un soliste. Et KD, je trouve la démarche très soliste et j'ai du mal avec le fait d'avoir KD, plus de mal avec le fait d'avoir KD dans une équipe qui vient plug and play dans un rôle plus que Russ, où Russ, on a vu notamment à Denver que ça pouvait être intéressant. Donc je pars sur Russ. Je pense que Russ dans l'état ne joue pas. Dans 2 ans, ça va être dur. Mais KD joue, tu vois, c'est ça le truc. Ouais. Alors moi, dans l'historique, il faut Russ, surtout si tu fais une autre année de champion, je croise les doigts, ce serait exceptionnel. Mais après, dans le joueur et dans le profil, vas-y, si t'as 10 minutes de KD quand t'as besoin. Enfin, après, moi j'ai le sentiment que KD, il partira avant d'être nul. Parce qu'il est pas nul, tu vois. Ouais, je pense pas qu'il sera role-player. Russ, on devient border. Je pense qu'on arrive à la fin. Je dis pas qu'il est nul non plus. Je dis qu'on arrive à la fin où il pourra jouer le niveau qu'il veut garder avant d'arrêter, je pense. KD, il y a encore un peu de marge, je trouve. Même si physiquement c'est moins le cas, même si on reparle peut-être du DH20, peut-être qu'il y sera pas, je sais pas, je pense qu'il y sera quand même. Je pense qu'ils sont très chauds. Je pense qu'ils sont très chauds sur lui. Je pense qu'il y en a qui veulent pas le mettre. C'est pour dans le roster de. Ouais, c'est pour ça. Pour moi, il y a. Je pense qu'il y sera. Donc ça a quand même rien à voir. Mais après, ouais, dans l'historique, tu prends Russ, même s'il joue pas, vas-y, tu vas au bout du banc. Moi, c'est que dans les deux cas, Russ dans 2 ans, je suis pas sûr qu'il ait le niveau, et KD dans 2 ans, je suis pas sûr déjà qu'il soit toujours en NBA, parce que ça se trouve, il en aura marre, il va dire Russ, c'est bon, je me casse. Après, il aime beaucoup le basket, hein, KD, donc faut pas exclure aussi le fait qu'il joue à 40 ans. Mais tu vois, je le vois plus, genre, kiffer, il aura toujours un gros volume de tir, etc. Et je le vois pas trop rentrer dans un rôle. Ouais. C'est aussi pour ça que je le prends pas. Je suis d'accord. C'est compliqué de l'imaginer là-dedans. Et OKC aura déjà des grosses options offensives. Tu auras besoin de role player. En fait, dans 2 ans, tu es toujours une équipe contender. Donc, normalement. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. Ouais. Après, Russ, tu le fais pas jouer. Non, mais là, c'est cool. Les fans sont contents. Les autographes. Oui. T'as besoin de quelques minutes avec du hustle. Tu fais, allez, petit Russ, là, c'est parti. On y va. Après, je vous le donne en 1000, ça n'arrivera jamais. Ouais, je pense pas. Russ ne partira pas de la Californie. C'est fini pour sa famille. Enfin voilà, il ne partira plus. Je pense c'est sa priorité. Il viendra pas au KC. KD ne reviendra pas. Il y a eu ce débat en plus là d'ailleurs qui a fait un peu jaser sur les fans US de ce qu'il faut huer KD à l'Opening Night. C'était assez drôle. Je crois que les mecs sont très chauds, très très chauds sur ce débat-là. Aïe. Tu aimerais le huer toi ou... Non, c'est un truc où tu dois t'en foutre de lui en fait. Tu célèbres les autres là, tu vois. Ouais. C'est vrai quand même que c'est rigolo que la remise de bague se fasse devant exprès. C'est rigolo. Ouais, le spectacle, Adam Silver critiquable sur certains points. Bon, c'est pas lui qui fait le calendrier spécifiquement, mais là, bravo. Bravo, absolu de cinéma. J'aime beaucoup. C'est fait exprès, fois 1000, bien sûr que c'est fait exprès. Mais ouais. Bref, dernier, rien à voir, un peu plus, voilà. Est-ce que tu refais l'identité graphique d'OKC à l'instant T? Est-ce que tu ne la touches pas? Ou est-ce que tu attends qu'on ait la nouvelle salle? Pas à l'instant T. Moi, j'aime bien l'identité graphique d'OKC. Je trouve tu vois, il y a la mode d'épurer les logos de franchise qui est dégueulasse, cette mode-là. Mais c'est le cas aussi dans le foot. C'est le cas, partout, c'est le modèle, la modernité, le machin. Ouais. Regardez le transition des logos du FC Nantes. C'est un scandale parce qu'ils ont des logos magnifiques, mais le dernier est dégueulasse. Mais ouais, non, je la referai pas aujourd'hui parce que je trouve que le logo d'OKC est bien dans les 30 logos de NBA. Je sais pas si c'est le logo le plus beau, mais je trouve qu'il fait partie des bons logos. J'aime bien l'identité graphique du Thunder. Si on pouvait refaire la mascotte, ça serait pas de de refus, parce que c'est pas terrible pour le coup. Mais le logo, même l'identité graphique en général, j'aime bien. Au moment de la nouvelle salle, ouais, je partirais peut-être au moment de la nouvelle salle. Ouais, j'aime bien l'idée. Ça, un peu une refonte là-dessus. Ça marque une transition. Je trouve ça bien. Il y aura sûrement, très probablement, ça serait très bizarre qu'il n'y ait pas, mais un nouveau nom à la salle. Voilà. Donc je trouve que tout faire en même temps. Voilà, tout faire en même temps, ça serait plutôt approprié. Et oui, c'est toujours bien de refaire le logo, même si tout changer, pas forcément, mais tu vois. Ajouter quelques modifications, ouais, je suis plutôt chaud. Ouais. Au moment de la nouvelle salle, c'est le bon moment, je pense.
Non, je suis d'accord avec toi. Le changer à l'instant T alors que tu viens d'être champion, c'est un peu horrible. Ouais, non. C'est un peu renie. Parce que tu changes quand même beaucoup de choses. Hein. Après, la vraie mascotte d'OKC, c'est Nick Gallo. C'est pas le bison, faut être honnête 2 minutes. Après, est-ce que Nick Gallo sera sur le logo d'OKC On sait jamais. En serviette et tout. Non, exceptionnel. Nick Gallo qui buvait de la tequila sur la parade. Incroyable. Non, mais au moment de la nouvelle salle, effectivement, tu auras un nouveau nom. Il y a eu des pronostics, là, Thunderdome, des trucs énervés. La nouvelle salle qui a l'air, qui est plus petite, mais encore plus avec des meilleurs services, bien entendu, mais encore plus, je pense, genre cocon. Enfin, je sais pas comment le dire. Confidentiel, quoi. Ouais, vraiment un truc où ambiance, ça va s'entendre très fort et ça va, mais pas si grand. C'est une fournaise, quoi. C'est très, très compact et tu vois qu'il y a beaucoup de monde. Sachant qu'il y a déjà beaucoup de monde à la base, donc. Ouais, un truc un peu plus chaudron qu'une salle vraiment comme celle de LA là, qu'ils auraient pu faire avec le mur, qui est intéressant, mais qui voilà, mais avec plus de services, plus de et voilà. Et après, ouais, au moment du change de salle, tu changes tout, ça peut être cool. T'as un nouvel air quand même, avec une autre salle, une nouvelle identité. Ça tombe Est-ce que ça tombe pas 2030? C'était combien? Je sais plus. Si c'est décennie ronde, c'est encore plus cool. Enfin, je trouve que ça fait au moins tu marques le. Voilà. Après, par contre, ouais, faites-nous un truc cool, quoi. Parce que les éclairs, oui, il faut pas se rater, par contre. Hein. Ouais, les éclairs, c'est facile à exploiter. Hein. Il n'y a pas 10 000. Ouais, c'est ça en plus. C'est qu'il y a pas, voilà, il y a moyen de faire des trucs sympas. Prenez Loïc pour faire le logo. Il y a moyen de faire un truc cool. Franchement, ouais. C'est 2029. C'est prévu 2029 la nouvelle salle. Donc, ouais, non, il peut y avoir des retards à chaque fois, hein, mais bon. À la base, c'est censé être dans 4 ans. Ouais, à ce moment-là, ça peut être cool. Après, ouais, je suis pas le plus. En fait, c'est ça, et souvent ça change pour pire. Je suis pas le plus. Moi, j'aime bien ce qui est fait maintenant, et j'aime bien souvent les maillots City, je les trouve cool. Bon, voilà, il n'y a pas non plus d'urgence. Les maillots de base sont un peu moins iconiques que certains autres, ou certains, tu vois, sont un peu moins. Il y a un peu moins la patte, tu vois, mais bon. Ouais, il y a pas l'équivalent Vice City à Miami là. Le maillot alternate qui est marquant, quoi. C'est un City, ça. C'est pas. Ouais. Mais tu vois, c'est le maillot secondaire qui est marquant, quoi, tu vois. On l'a pas. On a eu le maillot de la DDE, moi je l'aime bien, mais je sais que la plupart des gens le trouvent dégueulasse. Moi je le trouve. Il y en a que j'aime bien. Hein. Il y a eu des maillots City qui étaient super beaux. Hein. Le turquoise, là, il était très beau. Il y a eu le noir qui était en lien avec les attentats, qui était très beau. Après, oui, il n'y a pas le maillot des Raptors violet de Vince Carter, incroyable, que tu retrouves encore dans tous les magasins. Quoi qu'on en pense, mais le maillot des Hornets, c'était rayé. Bien sûr. Moi, je suis pas le plus grand fan, mais il est marquant au moins. Tu vois, il est. Ah oui. T'as pas encore ce truc marquant. Ouais. Ouais, le turquoise là, quand même avec les trucs indiens. Je pense que les gens verront. Russ 2000, moi je l'ai en 2017 peut-être, où il y avait peut-être Paul George. Ou même les statements avec les rayures. Le bleu marine 8 est beau. Ouais. Non mais voilà, petit point mode pour finir, petit point identité graphique, ça changeait un petit peu. On va arrêter là. En plus, vous voyez, ça commence de faire nuit, on ne voit presque plus. Faut qu'on aille se coucher. Voilà. Merci Tom pour ces petits dilemmes. N'hésitez pas vous aussi à nous donner vos réponses en commentaire, ça peut être intéressant. Au final, on a été long, on a pas mal débattu sur certains points qui sont allés plus loin que je pensais. Donc c'était assez intéressant. De toute façon, on revient très vite pour vous parler de sujets plutôt cool, c'est l'été, mais au final, les previews seront bientôt là, hein, ça va vite être là. Le calendrier vient d'être annoncé au moment où vous parlez, donc on va aussi débriefer ça un petit peu sur Twitter, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis voilà, profitez bien de vos vacances, hydratez-vous bien, parce qu'il fait chaud, il fait très très chaud. Ouais. Et puis salut à tous. Salut.